à tous et à toutes. Donc, je suis Marie-Thérèse, vice-présidente de la PEP et j'anime cette deuxième table ronde. Pour introduire cette deuxième table ronde, je voudrais jeter rapidement un coup d'œil dans le rétroviseur et rappeler que lorsque Vincent Payon avait fait en 2012 la proposition d'introduire, en fait de réintroduire dans les programmes à tous les niveaux de l'enseignement et dans toutes les filières l'enseignement de la morale laïque, c'est la dénomination qu'on utilisait à l'époque. Lorsqu'il avait fait cette proposition, cela avait suscité dans l'opinion des réactions à la fois nombreuses, vives et aussi contradictoires. Et trois positions s'étaient alors en quelque sorte cristallisées. Certains, c'est la première position qui s'était exprimée dans les médias, certains ont vu dans cet enseignement un retour à l'ordre moral et ont souligné immédiatement le risque d'un endoctrinement. Ils ont même dénoncé le conservatisme de cette proposition qui, à leurs yeux, s'inscrivait dans une dynamique à la fois autoritaire et identitaire. Ils se sont même insurgés contre la volonté de dresser les pauvres, d'imposer aux élèves une morale d'État qui les détournerait de l'essentiel, à savoir la transformation sociale, la lutte contre les inégalités et les injustices. D'autres ont salué la proposition du ministre, ils y ont vu une avancée, ils se sont dit que cet enseignement serait l'occasion pour les élèves d'exprimer leurs opinions, de se préparer, de devenir acteurs de la citoyenneté, de se préparer à son exercice. Et enfin, c'est la troisième position qui a pu s'exprimer à l'occasion dans les médias. Certains, s'inspirant des thèses de Condorcet, ont contesté la nécessité et la légitimité d'un tel enseignement au principe que l'instruction par elle-même produit chez les élèves et sur les élèves un effet moral, puisque en comprenant un savoir, eh bien, l'élève fait l'expérience de sa propre autonomie. Alors, nous ne sommes plus en 2012, depuis, des programmes ont été rédigés, des modules de formation ont été créés dans les SP, et cet enseignement est entré en vigueur à la rentrée 2015. Donc chaque jour, des professeurs enseignent les programmes de MC et ils se trouvent confrontés à des situations tout à fait concrètes, cela a été dit tout à l'heure, à des questions aussi complexes. Par exemple, comment permettre l'acquisition par l'élève d'une conscience morale tout en respectant la liberté de conscience qu'assure la République? Ça, c'est une première question qui est à la fois complexe et brûlante. Que faire lorsque les valeurs républicaines sont contestées au nom d'un autre système de valeurs? Comment concevoir plus concrètement le cours de MC, notamment au lycée? Faut-il le concevoir comme étant un prolongement en quelque sorte naturel de sa propre discipline ou bien l'occasion de travailler avec d'autres collègues? Alors justement, pour que ces questions prennent chair en quelque sorte, Marc Charbonnier et moi avons souhaité, lorsque nous avons réfléchi à la manière d'organiser ce colloque, nous avons donc souhaité demander à deux collègues, un collègue d'histoire-géographie et un collègue de philosophie, d'exposer un cours qu'ils font devant et avec les élèves, afin que chacun puisse mieux percevoir d'abord ce qui est concrètement en jeu dans cet enseignement et surtout ce dont ils instruisent les élèves. Alors comme nous manquons de temps, je voudrais passer immédiatement la parole à Christine Guimonet, qui est secrétaire adjointe de la PHG, professeure en lycée, au lycée Camille Pissarro de Pontoise, qui va parler des approches du fonctionnement du système judiciaire en EMC, puis je passerai la parole à Pierre Hayat, et j'espère que ces deux interventions pourront aussi montrer que s'il existe évidemment des disciplines distinctes, rien n'empêche une réflexivité des disciplines. Par exemple, un professeur d'histoire
de s'appuyer sur le droit, hein, ou un professeur de philosophie de s'appuyer sur l'histoire pour construire un concept comme celui de fraternité, puisque je crois que Pierre va nous entretenir de ce thème. Voilà, donc je te passe la parole, Christine, c'est à toi. Merci Marie. Donc je ne parle pas de laïcité, ceux qui me connaissent seront un petit peu étonnés, et c'est très bien que de temps en temps les philosophes aussi s'en saisissent. J'enseigne l'histoire-géographie, l'EMC et le droit en terminale, d'abord dans un lycée en Picardie et depuis cette année au lycée Camille Pissarro de Pontoise, donc en région parisienne. Et si le niveau des élèves n'est pas sensiblement différent, je sais qu'il y a des problématiques qui me sont chères qui risqueront dans un certain temps d'être un petit peu discutées et mises à l'épreuve, on verra comment après. Alors l'éducation civique, quel que soit le nom qu'on lui donne, instruction civique, éducation civique, CJS, EMC, est quand même au cœur des préoccupations de la PAG et de ses travaux et de la commission civisme que j'ai l'honneur de piloter depuis plusieurs années. Je profite de ce colloque pour saluer ici Charles Coupel, qui fut notre premier intervenant à la commission il y a plusieurs années. Hubert et Nicolas ont parlé au début de l'après-midi de ce mauvais esprit dont nous sommes visiblement jugés porteurs. Le collègue de l'ESP de ce qu'il peut faire ou pas consensus. Moi je dirais que consensus, certes, ça peut être important, mais que pour les projets, pas n'importe lesquels, les partenariats, pas avec n'importe qui, il y a des gens, des associations, des structures avec lesquelles nous avons envie et besoin de travailler. D'autres, je pense que nous ne souhaitons pas forcément voir, parce qu'ils sont, à mon sens, le cheval de Troie d'entreprises de marchandisation du système éducatif. Et aussi des débats, mais pas n'importe comment et pas sur n'importe quoi. Alors on a parlé aussi, et c'était très important, de quelques aspects techniques sur lesquels je vais revenir très très rapidement parce que des choses ont déjà été dites. Très concrètement, nous avons les classes au lycée en demi-groupe, c'est-à-dire en moyenne 2 fois par mois, chaque groupe 1 heure de quinzaine. Donc c'est un horaire qui apparaît un petit peu faible, qui peut souffrir de discontinuité si l'heure saute. Si 2 heures vont être séparées par une période de vacances, donc en fait on va avoir un souci de cohérence. Il faut que les élèves se rappellent où est-ce qu'on s'était arrêté, ce qu'on avait fait. Si on fait du travail de groupe collaboratif et qu'il y a des élèves qui sont absents de manière perlée, ça va gripper le système. Quelle est aussi la place de l'heure dans la semaine et dans la journée? Si on a des élèves à 9h30 le matin, on va travailler de manière très efficace. Si on les a sur le temps du déjeuner ou à 16h30 ou 17h30, parce que nous on a ce type d'horaire-là, ça peut être plus compliqué. Alors la variable d'ajustement des services, on en a parlé, c'est un énorme problème. Les formes de concurrence entre enseignants de diverses disciplines, c'est aussi un énorme problème parce que l'EMC, comme le CJS, peut se trouver régulièrement détourné de son objectif initial. Et dans certains établissements, il est devenu pour le professeur d'histoire-géographie parfois très difficile de faire de l'EMC, puisque les heures sont confiées, même pas à des professeurs de philosophie, mais à d'autres disciplines pour boucher les trous de l'emploi du temps, ce qui fait que les heures sont prises par des professeurs qui n'ont que des rapports assez lointains avec les contenus enseignés. Et je reste convaincue qu'on ne peut bien enseigner que ce qu'on connaît et que ce qu'on maîtrise, et que n'importe qui ne peut pas enseigner n'importe quoi. Moi, j'ai beau avoir des livres de philosophie chez moi, je ne suis pas compétente pour enseigner la philosophie. Donc c'est un point qui me semble crucial, sur lequel il faut insister de manière régulière. Certains thèmes qui sont très historicisés ne sont pas abordés. Et dans certains cas, le programme n'est absolument pas traité parce que l'enseignant fait autre chose. J'ai déjà eu des classes que j'avais en histoire-géographie, un collègue avait la classe en EMC, et madame, on fait rien, on discute. De quoi? Un peu tout. Un peu tout. Alors les élèves de série technologique, ils ont une importance pour nous parce qu'il n'y a pas de la série générale.
Et les dédoublements en EMC prévus par la loi, parce que c'est un enseignement national, avec un horaire national, avec un programme national, seulement les dédoublements ne sont pas compris dans les DAG. Certains chefs d'établissement n'étaient même pas au courant l'année dernière qu'ils devraient mettre ces heures d'EMC pour leur classe de ST2S et STMG. Et en fait, il a fallu, pour le mettre en œuvre, il aurait fallu, donc vous imaginez un peu la foi d'emploi parfois, renoncer à des dédoublements dans d'autres matières, et des dédoublements qui sont parfois tout aussi cruciaux, y compris en philosophie ou en lettres. Donc les points positifs des nouveaux programmes, pour moi, c'est se limiter à 2 questions, à 2 thèmes par année, 2 thèmes qui sont déjà vastes, parce qu'avant on en avait beaucoup plus, et en voyant les élèves une fois tous les 15 jours, pour tout faire, c'est quand même compliqué. Ça permet de travailler de manière plus réaliste et plus confortable. Est-ce qu'il y a des incohérences ou pas? Ça se discute, on l'a abordé, par exemple, le thème de croyances religieuses et laïcité qui arrive en fin de cycle, alors que nous travaillons en histoire sur les religions essentiellement en seconde, mais c'est dans le domaine de l'histoire médiévale. On travaille la laïcité en première, donc est-ce qu'il faudrait une concordance ou pas? Effectivement, revenir sur certaines notions en fonction de la maturité des élèves, ça peut aussi s'avérer tout à fait pertinent. Alors, pour moi, l'EMC, qu'est-ce que c'est? Bon, je n'ai pas très envie de parler de valeurs ou de concepts. L'EMC, c'est avant tout se poser beaucoup de questions. Se poser beaucoup de questions et être rigoureux dans le travail que l'on fait et dans les notions qu'on va aborder et surtout pour tout ce qui tourne autour de leur sens. Donc le premier travail que je propose aux élèves, c'est un travail d'écriture, une réflexion personnelle argumentée qui me permet de voir de manière assez rapide s'ils savent écrire, parce que c'est quand même important, il n'y a pas que l'oral dans le travail. Ça leur permet de traiter de sujets de société très actuels qui ont des conséquences multiples, je vais donner quelques exemples après, de connaître le degré d'information des élèves, l'état de leurs connaissances. Est-ce qu'ils font bien la différence entre les connaissances, les opinions, les idées préconçues, les a priori? Est-ce que leurs connaissances sont étayées par des exemples? Est-ce que leur opinion s'appuie sur des savoirs? Est-ce que ce qu'ils m'écrivent est le reflet de ce qu'ils ont entendu? Ou est-ce que c'est leur propre pensée? Et en fait, c'est important ce temps d'écriture sur lequel on revient après, parce qu'il faut aussi les convaincre à 15 ans, 16 ans, 17 ans, qu'ils sont assez grands, entre guillemets, pour avoir des idées personnelles, des opinions. Parce qu'au lycée, et même auparavant dans le système scolaire traditionnel, ils sont peu habitués à les exprimer. Il n'y a pas tellement de temps où ils peuvent dire « je pense que, c'est mon opinion », qui après peut se discuter, bien sûr, et que je ne vais pas les juger sur leurs idées, mais sur leur capacité à argumenter, à faire les liens entre les notions qu'ils vont employer, et à vérifier leur capacité à montrer ce que j'appelle en histoire des emboîtements de processus. En fait, l'idée, c'est ça. Donc je ne note pas ce travail, je leur donne quand même un certain nombre de conseils sur leur feuille. Et on fera après un petit peu ce qu'on peut appeler un débriefing, pour qu'on revienne sur ce qu'ils ont écrit. Et quelquefois, ça peut s'avérer nécessaire, notamment lorsque une jeune fille de seconde m'explique que bon, le droit à l'avortement, c'est totalement inutile quand on connaît l'information qui existe sur la contraception. Donc, je pense que là, il y aura tout un petit travail qui sera important. L'EMC, c'est très concret. Hein. Bon, il y a 2 semaines, le vol de mon iPad en classe par mes élèves de seconde a déclenché, beaucoup plus tôt que prévu, le cours de droit pénal sur les infractions. Et l'élève passe en conseil de discipline mardi prochain. Donc, on a une prise directe avec la réalité et c'est ça qui est important. Donc, dans ce travail d'écriture, quelques thèmes qui sont parfois peut-être provocateurs, mais il faut aussi leur laisser du champ de réflexion. Donc il y a des thèmes qui sont politiques et institutionnels, il y a des questions sociétales, tout ce qui est lié à la place des femmes et à l'évolution de leurs droits. En discutant avec mes élèves de ST2S, il y a beaucoup de filles
Donc je leur ai expliqué qu'elles avaient le droit et la liberté d'occuper l'espace public, ce qui leur est quand même parfois dénié dans certains quartiers, et des questions de nature juridique, parce que le droit ne va jamais nous quitter, et d'autres liées à la place grandissante de la religion dans l'espace public et aussi au retour des cléricalismes, mais de certains qu'on peut qualifier quand même de dangereux pour les libertés individuelles et collectives, et enfin tout ce qui concerne les médias, dont je reparlerai pour le cours de première. Alors, quelques petits exemples de ce que je leur propose, en leur expliquant qu'ils ont la liberté d'orienter leur réflexion comme ils le souhaitent, et que ce qui importe, c'est la qualité de la réflexion, de la rédaction et de leur argumentation raisonnée. Donc, doit-on juger les mineurs comme les adultes? Ça permet de savoir ce qu'ils savent ou pas. C'est très intéressant. Doit-on dépénaliser la consommation de cannabis ou pas? Toutes les drogues en général ou pas? Y a-t-il une augmentation du racisme? La GPA, doit-on l'autoriser ou continuer de l'interdire? Donc là, la définition du sigle, ça peut être un préalable parce que certains ne savent pas du tout de quoi il est question. Les Français doivent-ils être consultés par référendum pour des questions très importantes, si oui lesquelles? Quelle place pour la jeunesse dans la société française? La laïcité est-elle menacée par les religions? Les religions peuvent-elles être critiquées? Doivent-elles pouvoir, les religions, imposer des normes sans la moindre limite? Doit-on interdire les partis extrémistes? Qu'est-ce qu'il y avait aussi qui était souvent choisi? Doit-on interdire la prostitution? Les élèves font souvent la confusion entre prostitution et proxénétisme. Peut-on mettre des limites à la liberté d'expression? Comment s'informer? Être majeur à 16 ans, ça c'est un sujet que j'ai rajouté parce qu'en fait, certains collègues et certains penseurs sont convaincus que ça peut être opportun. Et j'ai fait un sondage chez mes élèves, et à 99%, ils ont répondu qu'ils étaient contre, parce qu'ils n'avaient pas la maturité nécessaire à cet âge-là. Donc j'étais un peu surprise, parce que je pensais que ça pouvait être quelque chose qu'ils pouvaient revendiquer. Et puis en fait, pas du tout. Pas du tout. Par contre, j'ai fait une enquête sur les théories complotistes avec plusieurs de mes classes dans mon ancien établissement. Ils y étaient, je ne sais pas si c'est un milieu privilégié, c'est un lycée à la fois de centre-ville, mais qui draine beaucoup de populations des zones rurales environnantes. Les élèves de cette année-là, à 99%, n'y croyaient pas du tout et étaient convaincus que les élèves qui croient aux théories complotistes sont de véritables crétins. Et à la fin, 80% à peu près des... Enfin, j'avais mis les questions fermées et quand même beaucoup de questions ouvertes pour ne pas qu'ils aient la sensation que j'allais les corseter dans leurs réponses. À 80%, ils ont répondu que pour justement pouvoir naviguer dans ce monde compliqué, ils avaient besoin de 3 références principales, leur professeur d'histoire-géographie, leur professeur de philo et leur professeur de lettres. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit toujours garder en mémoire et rappeler à nos autorités de tutelle avec lesquelles nous discutons et qui sont souvent extrêmement sourds au discours que nous leur tenons. Ensuite, il y a 2 séances qui sont consacrées à l'explicitation de ce que c'est que la démocratie libérale, parce que ça c'est fondamental, et au cheminement de la loi. Comment élabore-t-on la loi? À quoi est-ce que la loi peut servir? Est-ce qu'elle est contraignante? Pourquoi? Est-ce qu'elle est protectrice? Pourquoi? Est-ce qu'elle est limitative? Pourquoi? Et c'est là qu'on se rend compte aussi qu'assez vite émergent ce que je vais appeler des couples de mots. Des couples qui peuvent être opposés, liberté, loi, savoir, foi, croyance, opposés, mais comme ils ont des sens multiples, ils sont aussi partenaires et complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans la limite de la loi, que la loi garantit l'exercice de la liberté, donc on a aussi un grand travail juridique, parce que le droit, ça va être un petit peu, non pas le corset, mais le squelette qui va guider aussi une partie de la réflexion avec des textes sur lesquels, bien sûr, on réfléchit, parce que la loi est évolutive. Là, on le voit cette année avec la réforme complète du droit des contrats, et aussi pour tout ce qui concerne le droit civil, qui est tout ce qui tourne autour de la famille, de la filiation. Donc, ce sont des sujets qui sont en prise directe sur la vie de nos élèves. Et j'aborde systématiquement le programme à partir du vocabulaire.
on met le titre de la question au tableau. Donc, quel est le sens des mots? Et le premier travail, c'est un travail que je vais appeler sémantique ou lexicologique, qui est à la fois écrit au tableau, j'écris, ou un élève écrit, ça dépend, et oral, à partir de ce qu'ils savent. Ce mot, que veut-il dire? Donc, par exemple, pour le mot laïcité, je leur demande d'abord de quoi il s'agit selon eux, et après je leur donne le sens, pas des interprétations, mais le sens. Et certains élèves étaient persuadés que laïcité, ça voulait dire « j'ai la liberté de tout faire ». Or, ça n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce décryptage des notions, la mise en relation des notions les unes avec les autres, les liens, la recherche de sens multiples, nous conduit à construire ensemble ce que je vais appeler une réflexion en arborescence qui se développe au tableau, afin de voir selon quelle direction le travail peut émerger. Donc on doit commencer par ce travail de défrichement, de défrichage, parce que les notions étant clarifiées, elles peuvent ensuite être traitées avec davantage d'efficacité. Ensuite, je dirais que l'EMC, c'est quelque chose qui va être particulier à chaque groupe d'élèves. Chaque groupe a son alchimie propre, et donc il n'est pas possible d'avoir le même cours pour plusieurs classes différentes qui seraient du même niveau. Les connaissances que nous allons transmettre restent les mêmes. Seulement, les questions ne doivent pas forcément être abordées de la même façon, par les mêmes portes d'entrée, par le même prisme. En fait, c'est l'état de départ des connaissances des élèves qui va déterminer les directions que nous allons prendre et puis ce que nous allons faire. Et je pense que la question globale, donc l'état de droit, doit rester très ouverte pour répondre aux besoins. Parce que le travail de l'EMC, c'est aussi ça, répondre aux besoins. Je donne un exemple. Dans le programme de première, il y a le thème sur l'exercice de la citoyenneté dans la République française et dans l'Union européenne. Or, de quoi ont-ils besoin? D'une présentation et d'une explicitation de ce que sont les partis, les courants et les forces politiques. Ça, c'est important parce que qui dit citoyenneté dit, à partir de 18 ans, voter. Bon, voter pour qui? Et voter pourquoi? Et nos programmes d'histoire n'ont pratiquement plus d'histoire politique continue de la France, ce qui fait que les élèves n'arrivent plus à faire la différence entre la droite et la gauche et l'extrême droite, la gauche et l'extrême gauche, donc c'est confus. Donc on peut passer 2 heures à faire un immense tableau de ces forces politiques pour montrer les filiations et les héritages. Quels sont les partis actuels, quelles sont leurs idées, qui les représentent, d'où viennent-ils, est-ce qu'il y a eu des recompositions, est-ce qu'il y a eu des ruptures, est-ce qu'il y a des continuités. Donc il faut le faire, ce travail, on est obligé. Et donc ça va nous amener aussi à comparer les systèmes politiques, et l'actualité est toujours présente. On a travaillé justement au moment des élections américaines sur le fonctionnement du système politique américain en voyant que ce n'était pas tout à fait la même chose que le système français. Et à ce moment-là, un élève dit « Mais pourquoi est-ce que il y a la devise « In God we trust » donc je leur explique que les pères fondateurs de la démocratie américaine n'ont pas souhaité une constitution où Dieu était présent, que dans la société américaine, la religiosité, l'appartenance religieuse est davantage revendiquée, mais que la devise a été ajoutée pendant la guerre froide, parce que c'était aussi montrer que les Américains avaient dans leur échelle de valeurs quelque chose qui était différent de l'athéisme soviétique dans le camp d'en face. Bon. Donc l'histoire ne va jamais nous quitter, même si on n'en fait pas systématiquement dans le cours de MC, mais on en a besoin. On en a besoin. Toujours dans ce travail politique, qu'est-ce que c'est que le populisme? C'est un mot qu'ils entendent beaucoup. Quel est le sens? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut aussi travailler sur cette question. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque des hommes politiques, des journalistes, des penseurs disent « le peuple vote mal ». Qu'est-ce que ça veut dire mal voter? Est-ce qu'on vote mal ou pas? Et ils ont le droit de questionner ce domaine parce que c'est important. Quel choix
pourquoi tel choix électoral plutôt que tel autre. C'est intéressant à ce moment-là de leur proposer aussi une petite histoire du droit de suffrage, pour montrer que le suffrage universel, ça ne va pas de soi. Donc cette ouverture en fait, de la question, c'est pour nous un gage d'efficacité pour l'échange des points de vue et un gage d'efficacité dans la transmission des savoirs scientifiques. Je voudrais insister, et je pense que tout le monde sera d'accord, sur notre liberté pédagogique, qui reste essentielle parce que nous avons des notions enseignées, nous avons des thèmes, des questions au programme, et je pense que nous devons pouvoir exercer notre liberté et nous occuper de la mise en œuvre de manière mature, parce que nous sommes suffisamment diplômés et suffisamment formés pour savoir le faire, sans que l'autorité de tutelle nous mette des normes contraignantes. Vous devez procéder comme ci, vous devez procéder comme ça. Et je crois que si on voulait nous entraîner vers une standardisation des pratiques pédagogiques, ça ne peut être que très réducteur, que stérilisant, et je ne pense pas que nos élèves vraiment en tireraient un grand bénéfice. Alors, ce qui m'avait intéressé cette année, donc pour les élèves de seconde, bien sûr, on a un grand travail sur la justice, mais pour les premières, c'est le thème consacré aux médias et à la société de l'information, avec ces fameux enjeux moraux. Donc ce que j'ai prévu avec eux, c'est à la fois un petit peu original et puis assez réfléchi. La conclusion, ce sera une rencontre avec le journaliste Eric Fotorino et on ira visiter les nouveaux locaux du journal du 1 Hebdo. Juste avant, ils ont eu, comme j'ai eu des stagiaires qui sont en Master 1, qui vont passer le concours, une séance avec l'une d'entre elles qui se reconvertit pour devenir professeur d'histoire-géographie. Donc je lui ai confié une séance de MC sur ce sujet-là, parce qu'elle dispose d'un master de journalisme et elle a été journaliste. Et en fait, elle a fait une séance d'1 heure avec les élèves et ils étaient très intéressés par ce qu'elle leur racontait. Et donc le thème, c'était autour du journaliste. Bon. Donc ça a permis, toujours avec ce jeu de questions-réponses, de bien poser les cadres. Et le départ du thème, bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette espèce de travail de défrichement de la question. Et on peut être amené quelquefois à faire découvrir aux élèves des choses qu'ils ne connaissent pas. Et de temps en temps, je me dis que la toile, c'est le réceptacle de beaucoup de choses. Et que lorsqu'ils ignorent qui sont certaines personnes et qu'ils n'ont jamais vu certaines vidéos, finalement, c'est peut-être mieux. Donc on était parti de la définition de ce que c'est que les médias. Qu'est-ce que c'est que l'information? Quels sont les supports? Qui diffuse l'information? Nous sommes tous pratiquement de la génération du livre. On allait chercher nos informations dans les bouquins, dans des journaux. Nos élèves vont prioritairement, pas tous, chercher l'information sur Internet. Une fois qu'on a une information, que va-t-on en faire? Donc, ils vont lister ce qu'on peut faire. On peut commenter, on peut partager, on peut liker, on peut poster, utiliser Facebook, Twitter. Et en fait, ça débouche sur des questions qui sont quand même cruciales. Et la collègue tout à l'heure a bien mis le doigt sur l'importance des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce qu'il y a des limites à la liberté d'expression? Pourquoi la loi peut ne pas y être respectée? Et en fait, il faut quand même leur expliquer que les entreprises qui créent ces réseaux sociaux sont des entreprises au droit américain et pas de droit français ou européen. Et on a pris l'exemple de Twitter et de YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on trouve sur YouTube? Alors, ils m'ont listé, alors on trouve des concerts, on trouve l'émission de Dessous des cartes, qu'on va utiliser en cours, on va trouver des clips de chanteurs, pour nous, des vieilles chansons dont ils n'ont jamais entendu parler, des reportages. Bon. Donc comment arriver à trier, à hiérarchiser, à démêler ce qui est vrai et ce qui est faux? Et ça a été dit aussi, on nous demande d'éduquer nos élèves à l'Internet, trier l'information, mais pour ça, il faut du temps pour le faire. Et le temps, c'est ce qui nous manque le plus. Donc je prends un exemple concret, puisque une partie des élèves ont des comptes Twitter.
Je prends un tweet du directeur d'un journal que bien sûr aucun élève ne connaissait, et finalement c'est tant mieux, le journal Rivarol. Le dernier tweet du directeur de Rivarol, qu'ils ne connaissent pas non plus, et c'est tant mieux, fait état de sa très forte satisfaction d'avoir eu au banquet du journal de négationnistes. Les élèves avaient entendu parler de ce qu'était le négationnisme. Donc on a expliqué un petit peu. Et on est parti avec une utilisation concrète et pédagogique du smartphone, qui est en principe toujours interdit dans les salles de cours des compagnons, mais on a la possibilité de les leur faire sortir dans un usage pédagogique. Donc ils sortent leur smartphone. Pourquoi? Parce que le réseau Internet ne fonctionne pas bien dans l'établissement, donc on ne peut pas utiliser les ordis à cette fin. Et il tape dans Google le nom d'un des deux négationnistes, et la première vidéo qui apparaît, qu'est-ce que c'est? Le problème des chambres à gaz. Donc ça leur montre tout de suite que Internet, c'est à la fois un espace fantastique de savoir, et aussi un espace qui est extraordinairement nauséabond, et que si nous ne sommes pas là pour les guider, ils ont du mal, c'est pas pour leur donner des normes, mais pour leur expliquer ce qu'ils peuvent trouver et quel est le sens qui se trouve derrière. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a dans d'autres pays des gens qui conçoivent des vidéos à destination de nos élèves du collège et du lycée, dans laquelle ils leur expliquent que ce que nous leur faisons faire en cours, ce que nous leur apprenons, c'est historiquement faux, que nous sommes des menteurs, que nous sommes des falsificateurs. Donc, comment savoir ce qui est vrai? Comment savoir ce qui est faux? Et donc, c'est là que je pense que nous avons un rôle crucial, davantage que dans des transmissions de valeurs ou d'incantations. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile de se gargariser en permanence du mot République si ça doit rester une coquille absolument creuse. Une des façons que j'ai aussi de travailler et que j'aime bien, c'est du travail d'enquête que les élèves peuvent faire ou que je leur propose pour mêler par exemple deux thèmes, celui sur la société de l'information et celui sur la citoyenneté. Parce que ce que j'aime savoir, c'est comment ils s'informent, ce qu'ils savent du fonctionnement des institutions, que je les emmène au Sénat, au Conseil constitutionnel, à l'Assemblée, au Parlement européen. Qu'est-ce qu'ils savent des enjeux électoraux? Selon quels critères peuvent-ils orienter leur choix? Et je crois, j'en suis même convaincue, que l'EMC, comme l'histoire et la philo, pose une question cruciale dans notre société démocratique, et même deux questions. La première, c'est celle de la confiance, et la seconde, c'est celle de l'exemplarité. Donc, lorsqu'on nous demande de transmettre les valeurs de la République, puisque un inspecteur nous a dit lors d'une réunion d'équipe que c'était notre première fonction, vous êtes là pour transmettre et enseigner les valeurs de la République. Très bien. Donc, comment expliquer en EMC le fonctionnement du consentement à l'impôt et convaincre les élèves de sa pertinence lorsque le ministre du Budget non seulement transgresse la loi, mais également ment? Comment aussi convaincre lorsque nous avons un député et éphémère secrétaire d'État qui explique qu'il est atteint de phobie administrative et qui non seulement ne déclare pas ses revenus, mais ne paye pas ses impôts? Donc il y a une de vos consoeurs philosophes qui a écrit un ouvrage qu'elle avait intitulé au départ « Contrat de défiance ». Et lors de la réédition, le titre a été changé, c'est devenu « Éloge de la confiance ». Donc c'était beaucoup mieux. Pour le lectorat, je veux dire, c'est plus attirant. Donc je pense vraiment que le mensonge génère la défiance et brise ce que je vais appeler le contrat de confiance qui est au cœur de la démocratie représentative. Donc, quel est donc le sens de cet enseignement moral et civique lorsque l'État, par le biais de certains de ses hauts responsables, agit de manière non éthique? Parce que le mot moral, c'est comme ça que je le perçois, c'est dans le sens de l'éthique, moi qui ne fais pas de philosophie. Donc l'EMC, ça n'a pas vocation à être ou à devenir une forme de catéchisme républicain, ça n'est pas utile. C'est ce que je vais appeler, entre guillemets, une boîte à outils qui
qui permet à des lycéens de décrypter l'accès à la citoyenneté, qui leur permet de progresser dans des formes de cheminement intellectuel pour exercer ou apprendre à exercer leur libre arbitre. Et la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité que nous avons abordée tout à l'heure, elle peut être mise en œuvre, mais il faut aussi avoir des collègues avec lesquels on a la possibilité et l'envie de travailler, et ça n'est pas toujours facile à trouver. Donc là, cette année, comme j'étais dans un nouveau lycée, bon, j'essaie de prendre des pistes qui s'offrent à moi. Ma collègue Anglais m'a proposé de faire une sortie avec notre classe de première commune pour aller voir une exposition sur la ségrégation au musée du Quai Branly. Donc, je saisis la balle au bon, nous allons y aller, et on reviendra, même si le thème programme de lycée de première ne s'y prête pas, sur ces notions de discrimination, parce que je les ai questionnés et ils m'ont dit très franchement que l'année dernière, ça n'avait pas du tout été abordé. Donc finalement, l'intérêt, c'est que le programme de l'année, même s'il y a le thème 1, le thème 2, et à l'intérieur de chaque thème, des notions, il doit toujours être soumis à certaines modifications, c'est un petit peu quelque chose d'élastique, pour reprendre justement des éléments dont les élèves auraient besoin. Et je dirais en conclusion qu'un programme, un cours de MC, c'est avant tout un partage de savoir, un temps d'échange, où la parole est libre parce qu'on est en petit groupe. C'est le seul moment finalement où je leur explique que ça n'est pas utile de lever le doigt pour demander quelque chose ou pour intervenir. Et ils comprennent très vite que pour discuter, il faut s'écouter, respecter l'autre, qu'avant de porter la contradiction, il faut peut-être avoir terminé d'entendre ce que le camarade ou le professeur a à dire, donc laisser le discours aller à son terme, qu'on ne peut pas débattre sans connaissance sérieuse, que ce sont justement les savoirs et non pas une liste de compétences qui émancipent et qui pourront les rendre libres, parce que dans notre société, des enfants, des adolescents qui n'ont aucun patrimoine personnel n'auront que leur instruction comme patrimoine qu'ils pourront faire fructifier. Et je pense qu'on est encore, et j'espère que ça va durer un petit peu, dans un système où nous avons des professeurs, et nous en faisons tous partie, nous sommes attachés à ces savoirs que nous devons leur faire partager. Et les leçons à tirer, parce que nous sommes dans une société qui est de plus en plus technologique. Hier, j'ai regardé le dernier épisode d'une série suédoise dont il faudrait que je leur parle, qui s'appelle Real Humans. Et la fin était quand même éclairante parce que un de ces robots libérés se retrouve au tribunal après avoir perdu son mari, qui est son demain. Et son mari lui a permis d'avoir un enfant qu'il est allé récupérer chez une prostituée à moitié droguée. Il a payé la prostituée pour pouvoir faire un faux certificat de naissance et de paternité. Et le tribunal, après avoir entendu diverses parties, décrète que ce robot libéré aura le même statut juridique qu'un humain, avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités, et donc lui retire la garde de l'enfant, puisque l'enfant a été récupéré d'une manière qui est totalement illégale, mais lui donne le droit de vote et l'obligation de payer les impôts. Et c'est très important tout ça, parce que les élèves doivent comprendre qu'il n'est pas possible de croire tout et n'importe quoi sans réfléchir, qu'il y a une différence entre le virtuel et le réel, entre le privé et le public, entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Ils mettent aujourd'hui sur Internet une quantité mais colossale d'informations personnelles, sans se rendre compte que n'importe qui peut avoir très rapidement accès à ce qui devrait rester dans la sphère privée et dans la sphère intime, et que quand on sait que les systèmes totalitaires ont réussi à prendre en étau et en tenaille des sociétés entières avec des petites fiches en carton, et qu'ils mettent délibérément des informations sur eux à la disposition de tout un chacun, quand même ça nous interroge. Ça nous interroge parce que les droits et les libertés, ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des conquêtes. Il faut bien leur expliquer que ça n'est jamais acquis. Et je reste quand même
très préoccupés par ces notions d'identité numérique que nous n'avions pas il y a 10-15 ans. Un des collègues avocats de Mme Rambert qui travaille sur ces sujets, Alain Bensoussan, pense que toute notre identité numérique devrait relever de ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, alors que les assemblées législatives en sont pour l'instant, y compris au niveau européen, à ce qu'on appelle je ne me trompe pas, le droit à l'autonomie informationnelle. Donc, on doit être non pas forcément des producteurs de normes ou bien des hussards du XXIe siècle, mais des sortes de vigies informatives pour que nos élèves puissent savoir un petit peu comment naviguer dans une société qui est de plus en plus compliquée. Merci. Merci Christine, ça va tout à fait. Alors Christine a souligné à nouveau la nécessité d'armer intellectuellement les élèves, parfois délibérés de préjugés, puisque le négationnisme peut aussi être une position à laquelle certains élèves adhèrent. Elle a aussi montré qu'on n'ibère pas les élèves par le prêchi-prêcha, mais en faisant référence à l'histoire politique, au droit. Je voudrais maintenant passer la parole à Pierre, qui va nous exposer le cours qu'il fait à partir de la charte de la laïcité, qui est exposée dans toutes les écoles de France. Un travail d'explicitation philosophique du concept de laïcité et du concept de fraternité, explicitation qui se fait aussi à partir de l'histoire. Je te donne la parole, Pierre, c'est à toi. Merci Marie, je vais tâcher d'être le plus synthétique possible de façon à ménager quelques moments pour la discussion. En effet, la laïcité est l'un des deux volets du programme de MC en classe terminale. Je me propose donc de vous parler du travail que je mène avec mes classes, soit en cours de philosophie, soit en EMC qui prolonge ce cours. Et je voudrais vous parler de deux passages de la charte de la laïcité d'une part, et ensuite le préambule et l'article 4 où il est fait mention de la fraternité, et ensuite, dans un deuxième temps, évoquer donc la question de la fraternité sous l'angle de la laïcité. Alors, nous sommes quelques-uns, je crois, à avoir expérimenté qu'il n'est pas facile d'enseigner la charte de la laïcité à l'école. Du fait de sa longueur, d'une part, de sa fausse évidence, et peut-être aussi de son style parfois disert. Alors, je ne l'étudie jamais in extenso, mais prélève des formules qui donnent un accès direct aux fondamentaux, voire quelques-uns des fondamentaux de la laïcité. Alors, je commencerai par la première phrase du préambule de la charte. La République est laïque. Formule faussement évidente, à propos de laquelle je demande aux élèves de dire ce qu'elle signifie, tout simplement. Et pas si simple que ça, précisément, on le voit assez vite. Alors on aperçoit tout de même qu'elle fait écho à l'article 1er du préambule de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Bien. On rappelle ensuite que la laïcité n'a pas été, dès l'origine, une détermination constitutionnelle de la République française, puisque cela date de 1946. Et là, on peut examiner le contexte qui était la sortie de la guerre et la mémoire de la résistance qui a rassemblé des Français par-delà leurs croyances et incroyances religieuses. Et en examinant de plus près la formule « la République est laïque », il apparaît que pour les constituants de la 4e République, eux qui ont fait entrer donc, dans la Constitution le terme de laïque, ce terme visait l'œuvre législative de la 3e République, à commencer par la loi de 1905 portant séparation des églises et de l'État, dont Ferdinand Buisson dira qu'elle sépare la foi et la loi.
La séparation des églises et de l'État est le premier pilier de la laïcité, donnant accès à quelques-uns des fondamentaux de la laïcité, l'autonomie du politique, notamment par rapport aux religieux, la neutralité de l'État, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Toujours sur la formule « la République est laïque ». On voit que le mot « laïque » n'est pas une qualification naturelle, car la laïcité est un principe politique, de sorte qu'elle est l'œuvre de volontés humaines. Comme la démocratie, la laïcité est une conquête historique, cela a été rappelé tout à l'heure, conquête historique à expliciter, à préserver et à actualiser. C'est la raison pour laquelle l'article 10 de la Charte rappelle que les enseignants ont à transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité et qu'on attend des élèves, article 15, qu'ils contribuent à faire vivre la laïcité dans leur établissement. Si on considère maintenant la seconde phrase du préambule de la Charte, à savoir la nation confiée à l'école dont il a été question tout à l'heure, la nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. J'indique, parce qu'ils ne trouveront pas seuls, à moins de recherches élaborées, qu'elle reprend une formule de l'article 1 du Code de l'éducation. Qu'elle omet cependant, cette phrase, le début de la phrase qui figure dans le Code de l'éducation, outre la transmission des connaissances, la nation confie à l'école la mission de transmettre les valeurs. Donc deux grandes finalités de l'école sur lesquelles d'ailleurs les élèves peuvent utilement réfléchir. Quoi qu'il en soit, cette seconde phrase du préambule, la nation qui confie à l'école la charge de transmettre, etc., on accède avec cette seconde phrase au deuxième pilier de la laïcité républicaine, après la séparation des églises et de l'État. Ce pilier, c'est l'école. Et pour éclairer la laïcité scolaire, on remonte directement, je crois que c'est indispensable, à la loi du 28 mars 82 sur l'enseignement primaire obligatoire, occasion d'ailleurs de montrer, et cela n'est pas suffisamment souligné, je crois que ça a été récemment par la ministre, occasion de montrer que la séparation laïque par la loi s'est effectuée à l'école avant de se faire dans l'État. Pour éclairer la spécificité de la laïcité de l'école et sa place névralgique dans la laïcité générale de la République, on peut commodément puiser dans les textes sources de Jules Ferry, Ferdinand Buisson ou Jean Jaurès, mais également dans ceux du philosophe Henri Marion, qui a inauguré le 6 décembre 1883 la chaire de sciences de l'éducation à la Sorbonne, à l'instigation de Jules Ferry. Dans sa leçon inaugurale, Marion assure que l'école laïque de la Troisième République pose, je cite, les bases d'une culture rationnelle pour l'universalité du peuple. Les bases d'une culture rationnelle pour l'universalité du peuple. À la suite de Condorcet, Marion considère que jamais un peuple ne jouira d'une liberté constante sans absolution générale. Cela peut être l'objet de travaux très précis sur la laïcité scolaire aujourd'hui et sur la visée d'une instruction publique ou de l'école aujourd'hui, la dimension proprement rationnelle. J'en viens maintenant à l'article 4 de la Charte, que j'ai souvent travaillé avec les élèves, où la fraternité est expressément mentionnée. Je cite, « La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. » Si on laisse de côté les deux marqueurs républicains, qui sont des deux côtés de la phrase, l'exercice de la citoyenneté et souci de l'intérêt général, et qu'on isole la formule centrale, donc on trouve concilier la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous. On retrouve, bien sûr sans peine, la devise républicaine, mais présentée sous une forme peu commune, puisque nous avons d'un côté la liberté individuelle et de l'autre l'égalité et la fraternité. C'est l'occasion peut-être de dynamiser donc la réflexion et le travail analytique sur notre devise. Si on cherche donc à saisir la raison d'un tel ordonnancement proposé par la Charte,
liberté de chacun d'une part et égalité et fraternité de l'autre, on voit que l'égalité et la fraternité, ce qu'elles ont en commun, c'est d'être nécessairement relationnelles. Tandis que la liberté peut faire sens comme rapport à soi, hein, comme autonomie, comme examen de conscience, comme persévérance aussi peut-être. Mais en même temps, on peut apercevoir la nécessité de les associer, c'est-à-dire d'associer la liberté et l'égalité et la fraternité de l'autre. En effet, sans liberté, l'égalité et la fraternité virent vite à l'autoritarisme et au conformisme. Et à l'inverse, sans égalité ni fraternité, la liberté de chacun est un enfermement intérieur et une lutte concurrentielle. Et si on reprend cette formule, le centre de la formule de l'article 4, concilier la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité, sous l'angle direct de la fraternité, si on veut élucider ensemble la notion de laïcité dans son histoire et sa théorie, eh bien, on peut remonter jusqu'au XVIe siècle avec la liberté de chacun, c'est la liberté individuelle, à travers les combats humanistes du XVIe siècle, bien avant donc la Révolution française, pour la liberté de conscience, pour la tolérance, contre les haines religieuses. On voit alors que la laïcité, l'œuvre de la laïcité dans son histoire et dans sa théorisation progressive, associe la liberté de conscience issue du XVIe siècle au principe républicain d'égalité et d'intérêt général issu de 1789. Et si l'on joint à cette articulation-là, liberté de conscience d'une part et d'autre part principe républicain, la raison critique des Lumières, peut-être accède-t-on directement à ce que l'on a appelé, bien souvent à raison, le génie de la laïcité. Le génie de la laïcité française, tant étant décrié, mais ce n'est pas nouveau. Hein, mais en même temps, la laïcité est en mesure aussi de s'exposer et de valoir à travers cette articulation-là, hein, cette double articulation, c'est-à-dire à ces trois termes, liberté de conscience de l'individu, principe républicain et raison critique des Lumières. Ce travail de décomposition et de recomposition de la devise républicaine peut être poursuivi utilement en plaçant cette fois d'un côté la liberté et de l'autre l'égalité et la fraternité. Et ce que l'on observe, c'est que seule la liberté et l'égalité figurent dans la déclaration de 1789, il n'est pas question de la fraternité. Dans la déclaration de 89 et dans le droit positif actuel, le nôtre, hein, on peut vérifier que la liberté et l'égalité sont des droits impliquant des devoirs sanctionnés, susceptibles d'être sanctionnés par la loi, tandis que la fraternité ressemble d'abord à une exigence morale, même si eh bien, la non-assistance à personne en danger et le racisme peut être sanctionné par la loi. Cette seconde problématisation de la devise républicaine m'a conduit, à la demande des élèves d'ailleurs, à isoler une réflexion sur la fraternité dans l'étude de la laïcité, par-delà précisément la charte. Ce sera, j'irai au plus bref, le second volet de mon intervention. Le terme de fraternité apparaît pour la première fois dans la Constitution de 1791 à propos des fêtes nationales à instituer pour maintenir vivant l'attachement des citoyens au nouvel ordre politique. On retrouve tout cela dans le grand dictionnaire de la Révolution et dans l'article Fraternité de Mona Ozouf, qui pointe bien cela, c'est pas dans 1780, mais ça apparaît quand même, donc quelque part, ainsi dans la Constitution de 91. Donc voilà, pour maintenir vivant donc le sentiment patriotique, enfin, on va avoir du nouvel ordre politique. Mais la fraternité n'entre par la grande porte de la République, si on peut dire, qu'avec la Constitution, à partir de la Constitution de la Deuxième République, qui proclame que la République a pour principe, je cite, pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité. Avec la fraternité, les citoyens libres et égaux ne sont pas seulement les uns avec les autres, mais les uns par les autres, sur le principe de l'interdépendance, solidairement rassemblés.
Comme le souligne l'historien Marcel David, la fraternité, elle, dit-il, la grande mythologie des 48 heures. C'est d'ailleurs à cette période aussi qu'on trouve des pensées fortes, peut-être les plus fortes, sur la fraternité républicaine. Alors je m'appuie souvent, c'est très commodément utilisable, sur le manuel républicain de l'homme et des citoyens, en tout cas en 1848, du philosophe Renouvier, qui se présente comme un dialogue pédagogique entre l'élève et l'instituteur. Et la fraternité y est définie par l'instituteur comme un sentiment qui nous porte à ressentir les mêmes joies et les mêmes peines, comme si les hommes ne faisaient qu'un. Voilà. Même joie et même peine, comme si les hommes ne faisaient qu'un. On a là un universalisme moral enraciné dans l'individu. Mais il faut alors répondre, dès 1848, à ceux qui s'indignent, qu'on prêche, pour reprendre une formule attribuée à Babeuf et qui a été reprise par tant d'autres, ceux qui s'indignent qu'on prêche la fraternité à des hommes affamés, dépouillés, humiliés, exploités. Ce type de difficulté, les élèves d'aujourd'hui le comprennent aisément. Comment parler de fraternité à des hommes lorsque, eh bien, il y a des affameurs, des affamés, etc. Une réponse à la question est donnée par Renouvier lui-même, la réponse par la justice sociale, par la République sociale, qui fait poser à l'élève, donc Renouvier fait poser à l'élève cette question: existe-t-il au moins des moyens d'empêcher les riches d'être oisifs? C'est l'usure, enfin, d'empêcher les riches d'être oisifs et les pauvres d'être mangés par les riches. Alors, cette formule avait fait scandale et jusqu'au Parlement, enfin, les conservateurs avaient accusé Renouvier donc de présenter à la jeunesse française les riches comme des anthropophages. Bon, enfin, voilà. L'instituteur répond, alors le gamin donc, demande: existe-t-il des moyens d'empêcher cela, voilà. L'instituteur répond que oui. Alors je cite: car les directeurs de la République, les directeurs de la République trouveront un moyen de pratiquer la fraternité. Donc politiquement, organisation politique, alors parmi lesquelles, eh bien, dit-il, la limitation du droit d'héritage et de l'intérêt du capital. Donc on est dans la logique de la Deuxième République, et on est conduit d'ailleurs au terme même de la constitution de la République, qui commence à faire tracer les contours de la République sociale qu'on retrouvera donc à la Constitution 4e République, et puis de la 5e, je ne sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui, ça c'est une autre affaire. Bon, enfin, pas une autre affaire, je peux travailler à partir de là. Je cite la Deuxième République, la Constitution: la République doit, par une assurance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail, soit en donnant des secours à ceux qui ne sont pas en état de travailler. Donc la fraternité est clairement présentée dans une perspective politique qui pousse à la solidarité. Il a été question tout à l'heure de la cohésion, à la solidarité, à la cohésion et à l'intégration sociale. C'est pourquoi les inventeurs de la fraternité républicaine, et c'est peut-être une question qui peut nous intéresser aujourd'hui sur la fraternité et sur la laïcité, ne voient pas de contradiction insurmontable entre une fraternité de combat et une fraternité de concorde. On fraternise dans les combats contre les tyrans étrangers, mais les peuples sont nos frères. À l'inverse, les coopératives ouvrières d'entraide, de secours font vivre une solidarité entre les travailleurs sans contredire les luttes contre l'exploitation. Il reste que la fraternité républicaine de la Deuxième République entretient un rapport complexe, voire contradictoire au christianisme. Cela est perceptible chez Renouvier, pour qui la fraternité se présente à la fois comme une alternative à la charité chrétienne et comme son prolongement. Donc d'un côté, la fraternité républicaine vise l'intérêt commun, au lieu de s'en tenir vise un intérêt commun organisé politiquement, au lieu de s'en tenir à un acte individuel et libre, mais d'un autre, elle fait entrer la charité dans les assemblées, dans le gouvernement, dans les lois. On retrouve cette même problématique dans les premières pages absolument remarquables de l'histoire des Girondins de Lamartine,
de 47, si je ne me trompe pas, pour qui ce qu'il appelle la philosophie politique de la Révolution, qui est centrée sur, qui se trouve dans la déclaration de 89 d'abord, a adopté le mot, alors le mot n'est pas dans la déclaration, mais il dit a adopté le mot fraternité, car, dit-il, là où le christianisme visait une émancipation des âmes, la fraternité républicaine, eh bien, fait entrer cette émancipation dans les institutions, dans le Conseil des peuples. Les débuts compliqués de la Troisième République sont eux aussi marqués par un recours à la fraternité. À peu près la même perspective. J'ai souvent fait usage du discours très célèbre de Victor Hugo de retour d'exil du 5 septembre 1870, où Victor Hugo assure que c'est par la fraternité qu'on sauve la liberté. Ce discours a été repris là tout récemment, rassemblé par l'historien Vincent Duclerc dans Lettres à Paris, ou un livre de poche qui est commodément accessible. De même, la Commune de Paris fait grand usage de l'idée de fraternité. On en trouve plusieurs textes qu'on peut utiliser commodément qu'on trouve sur Gallica. Enfin, bon, je pense en particulier à un texte de Guerre civile et guerre sociale de Benjamin Buisson, qui est le frère cadet du grand Fertier. Donc, la Troisième République investira, elle aussi, mais sous un angle un peu différent, l'idéal de fraternité à travers le solidarisme de Léon Bourgeois, dans son ouvrage Solidarité. Également, on le retrouve chez le philosophe Henri Marion, la solidarité morale. Alors, on la retrouve chez Ferdinand Buisson, de façon fort intéressante, pour qui la fraternité n'est pas simplement l'assistance aux nécessiteux, du tout, car elle s'accomplit dans l'œuvre d'instruction. C'est-à-dire qu'on est généreux, on est fraternel quand on donne aux autres donc l'occasion d'être autonome. Et cette fraternité-là, on la retrouve dans les combats pour l'abolition de la peine de mort et pour le droit, le suffrage féminin. La fraternité républicaine a ainsi, à travers Buisson, pour horizon éthique, une humanité libre, instruite, rassemblée. Ce sont des textes que l'on peut commodément trouver, accessibles pour les élèves terminales. Ces questions de la fraternité et de la solidarité intéressent très directement nos élèves, on le sait, et qui en perçoivent les enjeux pour notre présent. Et nous avons aujourd'hui commodément accès au livre de Régis Debray qui date de 2009, Le moment fraternité, où Debray oppose deux fraternités, deux figures de la fraternité, ou plus précisément, il montre que les fraternités identitaires fondées sur la tradition et la domination font concurrence à la fraternité républicaine ouverte à l'universel. De même, le plaidoyer pour la fraternité d'Abdenour Bidar, écrit au lendemain des tueries de janvier 2015, mettent l'accent sur les dangers que font courir au tissu social la fragmentation donc, de fraternité, la juxtaposition de fraternité identitaire. Abdenour Bidar étant également le principal rédacteur de la charte de la laïcité à l'école, je l'ai convié, ainsi qu'Alain Sexig, qui est référent laïcité de l'Académie de Paris et également co-rédacteur de la charte, à discuter, on organise ce genre de rencontre, à discuter avec les élèves du lycée Jules Ferry autour de la question « La fraternité peut-elle être universelle ?» Donc la rencontre fut très instructive, qui a rassemblé 150 élèves et 50 enseignants le 17 octobre dernier. Je terminerai par les quelques pages que je voudrais vous signaler parce que je pense qu'elles méritaient d'être connues, d'être enseignées. Les quelques pages que Sartre consacre à la fraternité dans la critique de la raison dialectique en 1960. Et sur l'usage que l'on peut en faire, je vous épargnerai, je dirais presque le pendant, chez Lévinas, la même année. Sartre soutient que la fraternité humaine, la fraternité proprement humaine,
ne procède pas d'un modèle biologique. Cela est évident, enfin, il y a bien des frères et sœurs, mais si on parle de fraternité humaine, ce n'est pas le modèle biologique dont il s'agit, et il précise ici ni d'un modèle transcendant. C'est là que les choses peut-être deviennent intéressantes, mais, dit-il, d'un engagement réciproque inscrit dans l'espoir. Alors, parlant des frères, ça a une formule qui est vraiment étonnante. Il dit, nous, parlant des frères, nous sommes nos propres fils. Nous sommes nos propres fils, virgule, notre invention commune. Ainsi, les frères sont fils d'eux-mêmes parce qu'ils se sont eux-mêmes faits frères. Ils se sont rendus frères par un serment qui les a liés. La fraternité est ainsi engagée dans une subtile dialectique qui fait des frères à la fois les enfants et les parents de leur fraternité. Ils se sont rendus frères, ils sont devenus frères, et puis en même temps, ce sont eux qui ont produit la fraternité. Intéressant, ça se passe du modèle monothéiste qui fait des humains les enfants d'un même père, et on peut voir alors que la fraternité laïque peut procéder autant d'un humanisme athée, celui de Sartre, que de la sécularisation d'un humanisme religieux qui dure depuis la Seconde République et que l'on retrouve chez les classes. Cette dialectique qui fait des frères leurs propres fils prend un tour tragique quand le serment qui a institué le lien fraternel paraît irrésiliable. On était libre au début, et puis après on est frères, c'est fini. Sartre vise en 1960 le parti autoritaire qui impose une violence au moins symbolique à ses membres toujours soupçonnés de tenter de trahir et ainsi de menacer de dissolution la communauté. Nous pouvons aujourd'hui viser les fraternités communautaristes. Sartre ne propose pas de remède à cette fraternité violente, à cette fraternité terreur, mais sa dialectique me semble donner des outils pour libérer de ce que l'on pourrait appeler une fraternité identitaire ou essentialiste. De même qu'on pourrait parler de laïcité identitaire ou essentialiste. Sartre écrit en effet que notre être commun, qui fait de nous des frères, n'est pas en chacun une nature identique. C'est-à-dire, notre être commun ne vient pas de ce que nous possédons ensemble, un même caractère qui nous surplomberait. Notre être commun procède de quoi? Il procède d'une réciprocité. On peut aujourd'hui donc opposer à une fraternité identitaire une fraternité de réciprocité, de citoyens libres qui se limitent réciproquement pour construire et reconstruire ensemble leur être commun. Voilà, désolé d'avoir été un peu long. Voilà, chers collègues, à quoi je tente de travailler avec mes élèves et sur les enjeux de la laïcité, en dégageant les enjeux philosophiques, mais sans jamais négliger leur source historique. C'est la raison pour laquelle je me réjouis tout particulièrement que nous puissions aujourd'hui travailler ensemble dans la même perspective éducative et laïque. Merci. Tu as vraiment réussi à montrer que ce qu'on vise dans ces cours de MC, ça n'est pas l'adhésion à des valeurs, mais bien leur intellection, et que les élèves ne peuvent se les approprier qu'à partir du moment où ils arrivent à les comprendre. Et si Christine a souligné la fragilité des valeurs républicaines, parce qu'elles sont contingentes, je crois que Pierre en a aussi souligné la force, puisque ces valeurs correspondent à des idées qui ont une nécessité intrinsèque, voilà, qui s'articulent les unes les autres et qui prennent sens les unes par rapport aux autres. Alors, il est 18h, Marc. Si vous avez des questions à adresser aux deux intervenants, parlez maintenant ou taisez-vous à gauche. Parce qu'il faut ménager quand même quelques minutes pour que nous puissions conclure et puis ouvrir des perspectives pour l'avenir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? C'est
pas une question, c'est pour féliciter le collègue de philo d'avoir fait un excellent cours de philosophie des idées politiques. Il mériterait d'être prof d'histoire. Une suggestion. Pardon. Je te vois pas. Je vois la caméra, mais je préfère te voir toi. Se pose, je crois, un vrai problème à la fois philosophique et pédagogique, le suivi de la question de l'évaluation. Il y a une page blanche dans les textes de 2013. Payon, à l'époque, refusait tout contact avec les associations. Vous vous souvenez, il faisait sa crise. Or, il existait déjà des exercices. S'il n'y a pas d'horaire dédié, s'il n'y a pas des formations en amont, c'était la question sur 6 heures ou 9 heures, 64 heures. Il n'y aura pas possibilité, non seulement d'avoir le temps de toutes ces synthèses brillantissimes proposées par Pierre, ni le temps pour mener les enquêtes. Mais moi, je vous pose la question du sérieux de l'évaluation. Je lance une hypothèse, tout fatigué, etc. Il faut remettre ça sur le métier. Je crois qu'on ne peut pas évaluer une prise de conscience civique, mais on peut évaluer la maîtrise des éléments qui, par combinaison, pourraient susciter une prise de conscience. Tant qu'on n'aura pas le loisir de trouver des lieux sereins pour faire de la philosophie pédagogique, de la pédagogie philosophique, actuellement, on divorce dans les SP, on n'avancera pas. En revanche, la qualité de tout ce que vous dites et de ce que vous faites montre que la rigueur dans la transmission des éléments de savoir et les références philosophiques, bien sûr, prouvent que ces éléments, on peut les maîtriser. Voilà. Mais encore faut-il que les maîtres soient suffisamment dialecticiens pour, maîtriser l'évaluation. Qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu, Christine, sur l'importance de l'évaluation? Alors, évaluer, oui, mais pas n'importe comment, et pas sur n'importe quel critère, parce que pour le MC au collège, quand on voit toute la liste des items, là, il y a la notion de sensibilité. Est-ce qu'on va évaluer la sensibilité de nos élèves qui relèvent de la sphère presque privée et intime? Je veux dire, c'est absurde. Oui, c'est absurde, c'est même pour moi une forme d'indécence pédagogique. Et toi, Pierre, est-ce que tu mets en place des stratégies d'évaluation? Moi, je ne mets pas de notes pour l'instant. C'est pas une question stupide. Non, du tout, mais je ne vois pas comment le faire. Quoi qu'il en soit, c'est le complément du cours de philosophie, comme c'est le complément du cours d'histoire. Donc, voilà. Oui. Voilà. Ça me paraît le plus raisonnable. Si politiquement, pour l'instant. ce ne serait pas bien de revendiquer, nous, associations, j'allais dire le plateau technique complet, si on veut que ce soit une discipline reconnue et pérenne. Parce que les tocades du ministre, on en a connu plein. Alors que ça, pour le républicanisme et la laïcité, il est essentiel que ça dépasse les successions électorales. Comme vous l'avez d'ailleurs très bien montré. Quand on évalue, il faut que ce soit sur des critères clairs. On peut évaluer la participation orale, on peut évaluer un travail de contenu et de présentation si elle fait un exposé, on peut évaluer la maîtrise des notions qu'on aura travaillé ensemble, mais on ne va pas évaluer les élèves sur leurs opinions. Ça me semble, je ne peux pas dire dangereux, mais c'est pédagogiquement très discutable. Très discutable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, une philosophe. Je me demande parfois, lorsque le ministère comporte tout ça, s'il y a vraiment une réflexion qui est si aboutie que ça par rapport au terrain, c'est-à-dire ce que sont les élèves. Je pense que le ministère peut mettre en place des réformes pour que ça foire, afin de passer sa vie à se plaindre de l'incompréhension et du conformisme des professeurs. Oui, mais c'est parce qu'en fait, nous ne comprenons pas l'esprit des réformes, l'esprit des programmes. Alors, on va peut-être essayer de conclure sur des perspectives plus encourageantes. Écoutez,
au terme de cet après-midi d'échange, il me semble qu'on s'accorde sur 3 points. Le premier point, c'est que l'EMC est un enseignement qui non seulement est nécessaire, parce qu'il faut armer les élèves, absolument, mais aussi légitime. Deuxième point, que si les thèmes qui figurent au programme de l'EMC sont incontestablement transdisciplinaires, leur traitement ne doit pas l'être. C'est-à-dire que la transdisciplinarité, le caractère transdisciplinaire de ces thèmes ne doit pas être un prétexte pour viser le dépassement des disciplines. Et qu'au contraire, l'EMC ne transcende pas les disciplines, mais ne peut instruire les élèves qu'à condition qu'il y ait un fort ancrage disciplinaire, car sinon, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas cet ancrage disciplinaire? Non seulement, nous l'avons dit, l'EMC deviendra un catéchisme, mais qui plus est, le cours de MC sera une chambre d'écho de la doxa. C'est-à-dire une chambre d'écho des opinions fluctuantes, contradictoires, telles qu'elles s'expriment dans les médias, parce que les professeurs seront démunis et n'auront pas d'autre alternative que d'aller chercher des ressources sur Internet, et aussi parce que les élèves ne seront pas instruits, ne seront instruits de rien, et donc n'auront d'autre alternative que d'exprimer à longueur de cours leur opinion spontanée. Alors voilà, me semble-t-il, nous sommes d'accord, ce qu'il faut absolument éviter. Et donc, plutôt que de parler d'interdisciplinarité, qui supposerait que l'EMC se situe dans on ne sait quel entre-deux, interstice, je crois que pour être rigoureux, il faudrait vraiment parler de pluridisciplinarité. Et ce que disait notre collègue de l'enseignement qui enseigne en lycée professionnel, l'ambivalence, c'est de la pluridisciplinarité, ça n'est pas de l'interdisciplinarité. Ils enseignent 2 disciplines, voilà. Ils ne sont pas dans un entre-deux. Pour ce qui est des perspectives, je crois qu'il y a 2 propositions intéressantes qui ont été faites, qui ont été formulées. D'abord que la PEP et la PAG s'adressent aux proviseurs pour leur rappeler leurs obligations. Et l'une de ces obligations, c'est qu'il y ait des horaires dédiés, et notamment en série technologique. Là, je pense qu'on pourrait écrire une lettre commune que les collègues d'histoire, géographie et technologie feraient valoir dans leur établissement. La deuxième proposition, c'est peut-être de pérenniser cette journée. Puisque je crois qu'elle a vraiment montré à quel point ces échanges étaient à la fois utiles et enrichissants. Les pérenniser, pourquoi pas, en y associant les collègues d'autres disciplines qui eux-mêmes, et pourquoi pas de la vie scolaire, puisque on l'évoquait tout à l'heure, qui sont aussi concernés en tout cas par cet enseignement. Donc, rendez-vous peut-être, on va se pencher sur cette proposition que je n'impose pas, mais rendez-vous peut-être l'année prochaine. Voilà. Je vous remercie. Je pense que ça peut être très fructueux. Ce qui m'intéresse, c'est cette notion d'approche croisée dont il est fait état là, pour un thème, le professeur de philosophie qui va intervenir pour une partie, le professeur d'histoire pour une autre. Donc ça nécessite aussi de faire comprendre à l'administration, et quand elle est bienveillante, effectivement, c'est beaucoup mieux, que pour pouvoir croiser, il faut aussi qu'on ait des possibilités de se rencontrer, que l'heure puisse être utilisée par les deux, donc que l'emploi du temps soit organisé de façon intelligente. Je suis toujours convaincue que nous devons être positifs et voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, mais il ne vous échappe pas que nous entrons dans une année électorale, que la campagne a déjà commencé de chaque côté, et que nous devons être extrêmement vigilants. Et ce que je souhaiterais pour nos 2 associations, ce serait ce que j'appellerais une synergie de combat. Voilà.